Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision éducative au Sénégal, en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Parlons Philosophie qui est une émission dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous allons recevoir M. Alioune Babou. Bonjour M. Babou. Bonjour Mme Badiane. Merci de répondre à l'invitation de Télé-École. Je rappelle que M. Alioune Babou est maintenant docteur en philosophie. Il vient de soutenir sa thèse de doctorat. Le titre « Les soins palliatifs au Sénégal, le maillon faible du système de santé, le cas des malades du cancer en fin de vie ». Et la directrice de thèse, c'était Ramatoulaye Diagne Beng, professeure titulaire des universités Cheikh Anta, de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Et M. Babou, qu'est-ce que les soins palliatifs? Un philosophe, parce que là, on a l'habitude de voir que la philosophie est considérée par la société comme une chose inutile, qui n'est pas pratique, qui ne résout pas les problèmes de la société. Et là, un philosophe qui écrit sur les soins palliatifs des malades du cancer. Qu'est-ce que les soins palliatifs? Il faut mettre ça dans le compte des préjugés, des nombreux préjugés, n'est-ce pas, qui sont collés à la philosophie. Effectivement, dans la société, dès qu'on vous présente comme philosophe ou prof de philosophie, on a tendance à penser que vous êtes dans la théorisation, dans l'abstraction pure, et que ce que vous faites, ce sur quoi vous réfléchissez, est totalement déconnecté de la réalité. En réalité, non. En réalité, il y a cette pensée profonde de Sartre, d'ailleurs, qui dit que la philosophie, c'est la vie. C'est la vie. D'ailleurs, Deleuze partage cette même pensée de Sartre, parce que lui aussi il dit celui qui vous dit que la philosophie n'a rien à voir avec la réalité, il faudra le corriger, parce qu'il n'y a aucune question qui ne soit en rapport avec la vie. C'est pourquoi moi j'ai voulu effectivement montrer à travers cette thèse que le philosophe n'est pas seulement dans la théorisation, dans l'abstraction. Il peut conceptualiser, il peut effectivement théoriser, mais il peut articuler sa réflexion aux problèmes de la société. Et de surcroît, dans un pays dit en voie de développement ou bien un pays pauvre comme le nôtre, la théorisation semble quelque part être un luxe. Donc j'ai voulu faire un travail qui est, c'est vrai, théorique, mais articulé, n'est-ce pas, aux problèmes que nos concitoyens vivent. Qu'est-ce que les soins palliatifs? Les soins palliatifs, comme le nom l'indique, c'est des soins. Parce qu'il y a les soins curatifs qui sont destinés à soigner le malade. Là, il y a un malade qui souffre d'une pathologie que le médecin cherche à guérir à travers un protocole. Donc c'est ça? Le soin curatif. Maintenant, quand on parle de soins palliatifs, le nom palliatif, c'est quand il n'y a plus un projet de soins curatif. C'est-à-dire qu'on ne peut plus guérir. On ne peut plus guérir. Si c'est dans des pays où ces soins-là ne sont pas développés, souvent le malade est livré à lui-même. Il arrive même ici qu'on retourne le malade chez lui et qu'il meurt parfois dans d'atroces conditions. Or, les soins palliatifs sont destinés justement à accompagner le malade jusqu'à la fin. Même s'il n'y a plus un projet de traitement curatif, il faut accompagner le malade en termes de traitement de la douleur, faire en sorte que le malade ne souffre pas. Et il y a des avancées considérables de l'algologie. L'algologie, c'est la science de la douleur, mais aussi l'accompagner sur le plan psychologique, parce qu'il y a la douleur qui est biologique, physiologique, mais de l'autre côté, il y a la souffrance qui est psychologique et même parfois sociale. Donc les soins palliatifs tiennent en fait ces deux mamelles-là pour très bien accompagner. Très bien. Là, je retiens une distinction entre les soins curatifs et les soins palliatifs. Et avec les malades du cancer en fin de vie, donc on propose des soins palliatifs au lieu de soins curatifs. Non, en fait, les soins palliatifs sont un prolongement
Des soins curatifs. Très bien. Voilà, très bonne précision. Curatifs. Et qu'est-ce que le cancer donc? Puisque vous vous êtes intéressé aux malades du cancer, qu'est-ce que le cancer? Voilà, le cancer, c'est une maladie qui résulte d'un dysfonctionnement de la reproduction cellulaire. Vous savez que notre corps est composé de cellules, qui sont les briques du vivant, et qu'il y a un processus normal de mort cellulaire, qu'on appelle en médecine apoptose, mais également de renaissance cellulaire. C'est-à-dire quand un organe a besoin via un tissu de nouvelles cellules, il y a un mécanisme interne organique qui permet de produire de nouvelles cellules. Alors la division cellulaire, n'est-ce pas? Et quand une cellule également ne peut plus fonctionner correctement, il y a un mécanisme également dans le corps qui permet de la tuer normalement. Maintenant, le cancer, c'est quand ce mécanisme-là ne fonctionne plus. Il y a une perturbation de la machine cellulaire qui fait que la cellule se met à se reproduire de manière anarchique, incontrôlée. De telle sorte qu'il y a un envahissement, ce qu'on appelle justement les tumeurs, qui font qu'il y a une reproduction désordonnée, et si ça continue, ces cellules-là vont essaimer dans le corps et bloquer le fonctionnement des autres cellules et des organes, etc. Quel est l'incidence du cancer dans notre pays? Contrairement à ce que les gens pensent, c'est une incidence très très forte. J'ai ici quelques chiffres. Vous savez qu'en 2020, il y a 11 000 personnes atteintes du cancer. 11 000. Et en 2030, l'OMS, c'est les chiffres de l'OMS, prévoit 16 000 nouveaux cas. Dont 11 000 morts. Parce que le cancer tue, c'est la maladie qui tue plus après les maladies cardiovasculaires. Le cancer tue plus que le sida, la malaria réunis. Le cancer tue plus. Ok, ça c'est une information capitale. Et ça, souvent les gens l'ignorent dans notre pays. Oui, c'est ça. Mais c'est une maladie qui fait énormément de morts et de souffrance aussi dans les populations. Qu'est-ce que la fin de vie? Parce que j'ai vu que vous avez parlé des malades du cancer en fin de vie. Voilà. La fin de vie, c'est quand, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les soins palliatifs, c'est quand un malade s'achemine de manière inéluctable vers sa mort. Il n'y a plus possibilité que le malade soit récupéré. Okay. Voilà, donc il est en fin de vie. Mais il est en vie. Okay. Et c'est ça la philosophie des soins palliatifs. C'est pas parce qu'il va mourir, c'est pas parce que la médecine considère qu'il n'y a plus rien à faire qu'on ne doit plus considérer le malade comme un être humain et le préparer à disparaître. Il reste un humain jusqu'à la fin. Et c'est cette humanité-là que les soins palliatifs cherchent à préserver jusqu'au bout. Donc, quel est le point de vue de l'axiologie par rapport à ces malades qui sont en fin de vie? Il y a une éthique. Il y a une éthique à respecter. Je préfère parler d'éthique parce que dans mon travail, j'ai fait la distinction entre l'éthique et la morale. Parce que la morale est définie généralement comme un ensemble de règles établies dans une communauté bien précise et qui généralement d'ailleurs ne sont pertinentes que dans cette communauté. Alors que l'éthique est plus dynamique. Elle est une réflexion, n'est-ce pas, sur la morale pour essayer de voir quelle est la morale qui est en correspondance à une époque donnée, dans une situation donnée, qui doit être utilisée dans telle ou telle situation. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi on parle plus d'éthique d'ailleurs maintenant que de morale en tant que telle. Monsieur Babou, vous venez de faire une distinction extrêmement importante, de faire la différence entre l'éthique et la morale. Maintenant, y a-t-il une différence entre la souffrance et la douleur? Oui, il y a une très grande différence. Parce que quand on parle de douleur, c'est un problème physiologique, organique.
qu'on traite avec des médicaments, de la pharmacie. Pharmacie, ok. Par exemple, la morphine. C'est pourquoi, d'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, la morphine, c'est pas seulement... quand on parle de morphine, généralement, les gens pensent à la drogue. Okay. Mais la morphine est utilisée pour traiter des douleurs, n'est-ce pas, insistantes au niveau de certains malades. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs il y a une politique d'utilisation de la morphine. On est très en retard sur cela, et j'en ai beaucoup parlé dans ma réflexion. Donc, c'est ce qu'on appelle de manière générale l'algologie. L'algologie, c'est la science de la douleur, qui s'appuie sur les acquis, n'est-ce pas, du traitement de la douleur de manière physiologique. Ça, c'est les médecins. Ils prescrivent. Et il y a des niveaux. Et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une échelle de la douleur. Et chaque palier correspond à un type de médicament, qui doit traiter cette douleur-là. Et il y a des avancées considérables qui ont été faites dans ce domaine-là, qui font qu'aujourd'hui, on peut gérer la plupart des douleurs auxquelles sont confrontés nos malades. Est-ce que le Sénégal commence à prendre en compte ces nouvelles découvertes de... Oui, en partie. En partie, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites. Moi-même, j'ai fait des enquêtes. Donc vous avez fait des études sociologiques en même temps. Voilà, il y a une partie sociologique dans mon travail où j'ai eu des entretiens avec ces malades-là, atteints du cancer, mais beaucoup m'ont fait comprendre qu'ils souffraient atrocement à la maison, que la douleur n'est pas toujours bien prise en charge. Je ne dis pas tous les malades, mais il y a quand même des malades que j'ai interrogés. Et il y a des rapports d'ailleurs qui ont été produits dans ce domaine-là. Je pense au rapport de Human Rights Watch, qui avait fait un rapport vraiment très documenté sur la question, qui a montré effectivement que il y a un très très grand retard dans la prise en charge de la douleur. Voilà, déjà il y a ce problème-là au niveau de la prise en charge de la douleur. Mais il y a aussi la souffrance. Maintenant, la souffrance, elle est psychique. Elle est psychique. Là on est dans la psychologie. La psychologie. Ce n'est plus le corps, mais l'individu souffre sur le plan social, sur le plan spirituel. Et là, il a besoin d'être accompagné par des spécialistes dans ce domaine-là. Et quand je dis spécialistes, il y a le psychiatre, il y a le psychologue, il y a les religieux, parce que dans les soins palliatifs, on laisse une grande place, n'est-ce pas, aux hommes religieux, parce que quand vous avez affaire à un malade croyant, les canons de la religion peuvent beaucoup servir. D'ailleurs, l'association sénégalaise de lutte contre le cancer me l'a signifié. Il leur arrive de mettre un imam, par exemple, s'il y a un malade du cancer en fin de vie croyant, ils le mettent en rapport avec un imam qui va le suivre. C'est la même chose quand c'est un malade chrétien, il y a un prêtre également qui est commis pour l'accompagner. Donc ce n'est pas seulement des psychologues, des psychiatres, mais également des religieux. Maintenant, le problème devient plus complexe maintenant si c'est un malade qui n'a pas la foi. Là, c'est là où le rôle du philosophe, du psychiatre, du psychologue doit intervenir pour essayer de gérer cette souffrance-là. Parce qu'il y a des malades, ce n'est pas la douleur en tant que telle qui est le problème, mais ils traînent une souffrance atroce qu'il faut juguler. Ah, c'est très bien. Là, vous venez de faire une révolution. Je l'appelle révolution parce que la philosophie n'avait pas l'habitude, au Sénégal plus précisément, n'avait pas l'habitude de régler les problèmes de la société. Parce que là, avec votre nouvelle philosophie, notre nouvelle conception de la philosophie, pour trouver une solution aux malades qui souffrent du cancer en fin de vie, donc les soins palliatifs, je pense que ça, c'est une chose à saluer. Et donc, ça montre encore que la philosophie est toujours actuelle. Absolument. Et que donc cette façon de concevoir la médecine, d'apporter, de donner l'apport de la philosophie, donc cette conception éthique
qu'il faut apporter pour mieux accompagner ces malades du cancer. Je pense que ça, vous avez quand même un rôle extrêmement important à jouer, surtout dans notre pays où il y a beaucoup de malades du cancer qui souffrent et qui ne savent pas qu'il y a ces soins palliatifs-là qui peuvent diminuer la douleur. Absolument. Pour vous donner d'autres chiffres sur les soins palliatifs cette fois-ci, il y a 912 000 personnes qui ont besoin des soins palliatifs chaque année. Je veux dire, dans notre pays, les médecins, les oncologues, les spécialistes du cancer vous le diront, la plupart des malades qui arrivent à l'hôpital souvent arrivent trop tard. 80%. Arrivent trop tard. Entre 70 et 80% des malades qui arrivent, souvent arrivent avec un cancer trop avancé. Parce que le cancer se traite bien aussi, ça il faut le dire. Il y a des avancées considérables dans le traitement, mais malheureusement, dans notre pays et même dans des pays développés, il arrive que le malade arrive trop tard. Trop tard dans les structures de santé et qui fait qu'il est quasiment impossible de le soigner. Et en ce moment-là, il n'y a que les soins palliatifs qui peuvent l'aider. Ne pensez-vous pas que les philosophes ont un rôle à jouer? Par exemple, là, peut-être ce sont les préjugés, des idées stéréotypées de cette maladie que les gens considèrent fatale, alors qu'en réalité, c'est une maladie qui... D'après vous, quel est le rôle d'un philosophe comme vous? Donc, quel est le rôle de la philosophie pour mieux prévenir et pour mieux aussi accompagner ces malades du cancer? Voilà, nous ne sommes pas dans la prévention. Ça, c'est le rôle des spécialistes qui le font très bien, qui disent qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas contracter un cancer. Encore que, il y a des situations où l'individu contracte le cancer par des raisons génétiques. C'est pas forcément parce qu'il a fait quelque chose qu'il a eu le cancer. On a beau faire attention, parfois on peut avoir des prédispositions génétiques qui font que vous contractez le cancer, entre autres, n'est-ce pas? Donc ça, entre guillemets, nous laissons ça aux médecins. Mais là où nous intervenons, c'est dans la nécessité d'humaniser la médecine. Que le médecin sache que il y a une ancienne conception qu'on appelle une conception paternaliste de la médecine. C'est-à-dire un médecin qui est tout puissant, presque Dieu le Père, qui traite son enfant, son malade comme un enfant. Alors qu'avec les soins palliatifs, aujourd'hui, la centralité est mise sur le malade. C'est le malade qui décide. Et ça, même ça se trouve dans le code de déontologie du Sénégal, j'en ai parlé. Un malade a le droit de refuser des soins, en toute connaissance de cause. Un malade également a droit, quitte même à perdre sa vie, à ne pas accepter certains traitements. En France, ils ont fait même une loi, des lois, pour encadrer, n'est-ce pas, les soins palliatifs. Il y a ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire un médecin n'a plus le droit, n'est-ce pas, de vouloir coûte que coûte soigner le malade, jusqu'à vouloir s'obstiner sur lui et ne pas laisser une place aux parents et aux malades de vivre sa fin de vie. Parce qu'en réalité, ici l'enjeu, c'est que quand il est établi qu'on ne peut plus soigner, ce temps qui reste là au malade, on ne doit pas lui voler ce temps. Voilà. On ne doit pas lui voler ce temps, on doit lui permettre de vivre en temps plein. Et j'ai montré que d'ailleurs, il y a une profusion de vie, c'est-à-dire il y a un moment où l'individu a envie de vivre pleinement ses derniers instants. Ouais, donc il ne faut pas que la médecine scamote, n'est-ce pas, enlève aux malades ce temps, aux parents, aux proches, ce temps-là qu'ils doivent passer ensemble, en voulant coûte que coûte faire quelque chose pour le malade. Voilà, c'est pourquoi les soins palliatifs sont très développés maintenant dans beaucoup de pays, même ici en Afrique, parce qu'en Ouganda par exemple, ils sont très avancés dans les soins palliatifs. Ici, on a, c'est vrai, à l'époque où je faisais ce travail-là, il y avait deux
médecins qui faisaient les soins palliatifs. Je profite de l'occasion pour les remercier parce que elles ont beaucoup contribué à ce travail-là. Le docteur Kumba, qui est au centre de cancérologie de l'hôpital de Dantec, avec qui j'ai travaillé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là où le philosophe intervient, et peut-être c'est là l'innovation de ce travail, c'est de montrer que la philosophie peut apporter sa pierre dans la construction, n'est-ce pas, dans la protection et dans la préservation de l'humanité, de l'humain. Voilà, de l'humain. Faire en sorte que l'individu ne soit plus réduit à un objet ou bien à un être sur qui on applique ou bien on teste des thérapeutiques. Ok. On doit respecter... Donc là, le malade devient libre. Voilà, le malade devient libre. C'est pourquoi en 2002, par exemple, en France, il y a une loi qui a été votée pour redonner cette liberté aux malades. Pour que le malade soit libre de telle sorte que même aujourd'hui en France et dans d'autres pays développés, une personne qui n'est pas malade peut même écrire ce qu'on appelle des directives anticipées. En disant, si demain, telle maladie m'empêche de parler, avec telle maladie, je ne suis plus conscient, il ne faut pas faire ceci. Il faut débrancher. S'il ne le fait pas, il peut désigner une personne de confiance en disant que si demain je suis dans une situation où je ne peux plus décider, référez-vous à telle personne qui va décider. Donc vous voyez que ce n'est plus le médecin qui décide. Ce n'est plus le médecin qui décide, c'est le malade qui décide, qui décide quand il est conscient. Quand il n'est pas conscient, s'il a écrit des directives anticipées, le médecin doit se référer impérativement à ces directives anticipées. Et il peut les révoquer aussi à n'importe quel moment. Le malade peut révoquer ces directives anticipées. Mais tant qu'elles sont valables, il faut que le médecin s'en réfère. Il y a aussi la personne de confiance également et l'interlocuteur obligatoire du malade. Et il y a des décisions maintenant concernant le malade. Le médecin seul ne peut plus les prendre. Il doit les prendre de façon collégiale. Donc cette nouvelle philosophie, cette philosophie montre que la philosophie doit apporter un supplément d'âme à la science pour montrer aux médecins qu'il ne faut plus croire être des gens qui doivent tout faire sans pour autant prendre en compte le point de vue des malades. C'est très bien dit. Et ça, en cela, Bergson avait raison. C'est lui qui parlait de supplément d'âme. Et il a raison. Ce que la philosophie apporte, c'est pourquoi d'ailleurs le professeur Khan l'a bien souligné lors de la soutenance, Abdul Khan, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, et je le remercie au passage d'avoir bien voulu faire partie du jury de ma thèse, mais il a dit que la médecine doit s'ouvrir aux sciences humaines. On doit dépasser cette médecine purement... la biomédecine, comme il l'appelle, cette médecine qui est enfermée dans la biomédecine. La médecine devrait pouvoir s'ouvrir aux sciences humaines sans perdre son âme, comme on dit. Heureusement que lui, il a compris l'interdisciplinarité. Il y a une nécessité d'interdisciplinarité qui font que... Et là, ça aide même le médecin. Parce qu'il arrive que le médecin soit dans des dilemmes tels qu'il ne peut pas décider. Ou bien s'il décide, il aura un problème de conscience. Conscience, très bien. Vous voyez, et le philosophe à ce moment-là est peut-être d'un très grand apport. C'est pourquoi d'ailleurs, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les CCNE, les comités consultatifs nationaux d'éthique, dans lesquels il y a des philosophes. Mais aux États-Unis, en France, il y a les philosophes à l'hôpital. Voilà, c'est ça, absolument. Les philosophes à l'entreprise, dans les entreprises, la philosophie et le management. Absolument. Donc la philosophie n'est pas une activité ou une réflexion théorique qui n'a pas une prise sur la réalité. Donc là, il faut montrer, vous venez de montrer que donc la philosophie doit être utile dans le champ de la vie. Dans le champ de la vie, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Parce que quand on parle de la fin de la vie, oui, c'est vrai que c'est jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement l'être humain qui est en bonne santé relativement, mais même quand l'individu est en train de perdre sa vie, il est impératif qu'on le considère comme étant quelqu'un qui fait encore partie de la vie.
Et c'est ça le fond de l'humain. De l'humain. Voilà, de l'humain. On ne doit pas s'autoriser certains actes, certains comportements à son égard. Parce qu'il est dans une vulnérabilité telle que c'est lui qui a besoin, c'est pourquoi je l'ai dit d'ailleurs dans le travail, il n'y a personne qui puisse avoir plus besoin d'être accompagné que celui qui est dans cette vulnérabilité. Parce que être dans ce processus qui vous mène vers la mort, c'est la plus grande vulnérabilité. Oui. Voilà. Et l'individu a besoin d'être accompagné dans ce cadre. Et le philosophe, avec sa réflexion éthique, peut être d'un très grand apport. C'est pourquoi, dans ce travail-là, l'objectif visé, c'est qu'on rattrape, le Sénégal rattrape son retard sur ce plan-là. Parce qu'ici, toute la médecine, si vous lisez les documents officiels concernant la médecine, ces documents sont concentrés souvent sur le curatif, sur les soins. C'est comme si la santé se réduisait à la prévention et au traitement. Mais il n'y a pas de place radicalement. Bon, de plus en plus maintenant, il y a une certaine ouverture vers les soins palliatifs, mais ils ne sont pas encore suffisamment intégrés dans la pratique médicale de notre pays. Très bien. M. Babou, comment est perçue la maladie en Afrique? Vous savez, dans l'Afrique... La maladie et la mort. Voilà, la maladie et la mort. En Afrique, la maladie, comme la mort d'ailleurs, sont perçues comme des agressions. C'est-à-dire que c'est rare que quand quelqu'un est malade, qu'on considère qu'il est malade naturellement. Quand quelqu'un tombe malade, on pense toujours qu'il y a quelqu'un derrière. Donc ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle. D'ailleurs, la preuve, tout à l'heure, je disais qu'il y a des malades du cancer qui arrivent tard à l'hôpital. Souvent, c'est parce qu'ils perdent beaucoup de temps avec les praticiens qui leur fait croire que c'est elle qui t'a rendu malade. Vous voyez? Et ça, les populations adhèrent facilement parce que ça correspond, comme je l'ai dit dans mon travail, au fond culturel de l'Africain. L'Africain est profondément convaincu que quand quelque chose lui arrive, ce n'est jamais innocent. Il y a toujours quelqu'un ou un facteur exogène qui est à l'origine de ça. Et si vous voyez, la mort, la même chose. Je donne l'exemple de l'ordalie. L'ordalie, c'est quand quelqu'un meurt et que les populations interrogent le mort. Vous savez qu'il y a des pratiques culturelles où quand quelqu'un meurt, on l'interroge pour lui demander qui t'a tué. On l'appelle l'ordalie. L'ordalie. Parce que ça correspond à la conception africaine de la maladie, que la mort, la maladie ne sont pas des phénomènes fortuits. N'est-ce pas? Elles sont causées par un agent, un facteur exogène. Mais comment la maladie et la mort sont conçues aujourd'hui, sont perçues aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, il y a de l'évolution. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes au carrefour de la modernité et de la tradition. On n'est plus totalement enfermé dans la tradition, mais on n'est pas non plus totalement, on est un peu dans l'hybridité. On est un peu à la frontière. C'est ce qui rend complexes les choses. Et on le voit sur le terrain. Il y a des malades même qui allient les deux, qui vont à l'hôpital, mais parallèlement, ils vont voir un marabout pour se soigner. Donc, ils ne voient pas ces deux maladies, ces deux mécanismes-là comme des mécanismes de traitement, comme des mécanismes en concurrence. Pour la plupart des malades, ils sont complémentaires. Ou bien, quand ils désespèrent de la médecine, quand ils s'aperçoivent que la médecine ne parvient pas avec leurs problèmes, ils retombent dans leur fond culturel en considérant que peut-être la tradition, les coutumes, les recettes traditionnelles vont apporter une solution. Parce que ça aussi, il faut que je le dise, il n'y a pas une tradition de fin de vie en Afrique comme en Occident. L'Africain désespère rarement de la vie. Il est jusqu'au bout convaincu qu'il y a toujours possibilité d'un miracle pour qu'il soit soigné. C'est pas comme en Europe. C'est un problème culturel. Voilà, c'est un problème culturel. En Europe, un malade peut en ce moment savoir que c'est fini. Mais ici, en tout cas, les malades que j'ai interrogés, et la littérature également, quand j'ai visité la littérature sur les productions, je me suis rendu compte, et ça a été également confirmé
par les médecins que j'ai interrogés. Ici, les gens ne désespèrent pas. Très bien. Souvent aussi facilement qu'en Occident. Jusqu'au dernier moment, ils pensent que Dieu ou bien tel peut les guérir. Ah, c'est ce qui fait que d'ailleurs, on n'a pas des demandes d'euthanasie en Afrique. En Afrique, comme on en a en Europe. Okay. L'euthanasie, c'est le fait de permettre à un malade, n'est-ce pas, de mourir avec l'aide du médecin. Et qu'en est-il de l'euthanasie au Sénégal? L'euthanasie au Sénégal, officiellement, il n'y en a pas. Comme il y en a en Europe des cas médiatisés où des malades demandent, il y a même un cas, le Soussoy, il y a le cas également que j'ai relaté dans mon travail, qui a un malade qui a même écrit au président Sarkozy, au président, n'est-ce pas, de la France, et il n'y avait pas que Sarkozy, il y avait d'autres, pour qu'il lui autorise de recourir à la médecine pour mourir. Okay. N'est-ce pas? Mais ici, les enquêtes que j'ai menées au centre de cancérologie m'ont montré que la plupart des malades considèrent que l'euthanasie, c'est une atteinte à la religion, c'est une violation, n'est-ce pas, des prescriptions divines. C'est pourquoi ils m'ont dit, parce que j'ai interrogé des malades métastasés, mais ils disent que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui doit également ôter cette vie-là. Maintenant, et ça j'essaie de le montrer également, il ne faut pas aussi tout le temps croire aux malades, à ce que dit le malade. Parce qu'il y a des déterminants culturels qui font que parfois les malades veulent donner bonne figure aux proches, en donnant l'impression qu'ils sont de bons croyants, alors qu'en réalité, intrinsèquement, ils en ont assez. Ils en ont assez. Ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un auteur que j'ai cité d'ailleurs dans le travail, qui dit qu'en Europe, il faut faire attention à la plainte des malades. Je lui ai dit, non, en Afrique, la plainte est souvent mal perçue. C'est pourquoi les malades ne se plaignent pas toujours ouvertement. Oui. Parce que se plaindre ouvertement, c'est donner l'impression aux autres que vous n'êtes pas un bon croyant. Donc ici, c'est l'inverse qui est enseigné par la religion et les traditions, qu'il faut être digne jusqu'au bout. Même si on souffre, et j'ai donné le cas du père de la Grande Royale, qui, souffrant, se riait même de sa souffrance et de sa douleur, pour montrer qu'en tant qu'homme de foi, croyant tellement à Dieu, n'est-ce pas, il ne peut pas plier devant la souffrance et la douleur. Okay. Et c'est ça, c'est ce modèle de malade-là qui est dans l'imaginaire de l'Africain. L'Africain doit toujours montrer son stoïcisme. Voilà, donc c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Okay. Et ça, on doit aller dans le sens, si ça remet en cause cet accompagnement des malades, on doit déconstruire cela. Si ça fonctionne, ça aide efficacement le malade, on peut être preneur. Mais si, au contraire, ça cache une souffrance inavouée, on doit pouvoir déconstruire, c'est pourquoi j'ai parlé d'une approche psychanalytique, déconstruire ces genres de fausses croyances, parce que c'est des croyances comme ça sous forme de vernis extérieur, alors que le malade est en train de souffrir terriblement. Okay. Et ça aussi, nous, intellectuels africains, nous devons travailler dans ce sens-là. En tout cas, moi, j'ai essayé de le faire dans le cadre du travail, pour essayer d'aider nos malades à pouvoir assumer et pouvoir montrer, quand il le faut, qu'ils souffrent. Et pour pouvoir les aider. J'ai une question. Quelles sont les perspectives? Parce que là, je vois que c'est tellement intéressant et puis c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une révolution dans la philosophie. Donc, quelles sont vos perspectives? Bon, les perspectives, c'est que notre État puisse intégrer le volet soins palliatifs dans les programmes de santé du Sénégal. Okay. C'est pourquoi j'ai titré mon travail de cette façon-là. Les soins palliatifs au Sénégal, le maillon faible. C'est vraiment le maillon faible de notre système de santé. Le maillon faible est extrêmement, extrêmement important, et ça a été prouvé que c'est vraiment le maillon faible. Il y a énormément de choses que les médecins font. Vraiment, je n'ai pas manqué de saluer leur engagement et leur travail, leur professionnalisme. Mais le système est aphone à un autre volet de la médecine
qu'on a tendance à oublier, qui est les soins palliatifs. Ok. C'est ça qui manque. Et mon travail, en tout cas le projet de départ, et ça reste le projet également à l'arrivée, comment utiliser ce travail pour compléter notre système de santé, faire en sorte qu'en plus de ce qui est fait dans le domaine curatif, qu'on puisse faire autant, en tout cas beaucoup, si ce n'est pas autant, beaucoup, pour également rendre opérationnels les soins palliatifs. En tout cas, ça a été un plaisir, M. Babou. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous parler d'un sujet aussi important, de l'apport de la philosophie des malades du cancer en fin de vie. Parce que là, la philosophie, comme le disait Platon, c'est apprendre à mourir. Mais je pense que là, vous avez montré que la philosophie va apprendre aux malades du cancer à vivre à vivre autrement. Voilà, oui. voilà. Jusqu'au dernier moment. Ne pas mourir avant l'acte final. Avant l'acte final. Voilà. Okay. Tant qu'il y a un souffle de vie, il doit pouvoir profiter de ce qu'il reste à vivre. Et ceux qui sont à côté doivent concourir à cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie et nous avons eu le plaisir de recevoir Dr Alioune Babou. Merci beaucoup, M. Babou. Merci, nous nous retrouverons très prochainement dans un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuons à philosopher pour mieux vivre.